Salut à tous et à tous. Aujourd'hui, après 1 an et demi d'absence, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode, et je suis surtout très content de recevoir Nolwenn, avec qui on va discuter de sport de combat, et plus précisément du grappling. On va aller à la découverte de ce sport au travers de ses yeux et de son expérience personnelle. Alors tout d'abord, Nolwenn, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Ravie d'être là. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter en quelques mots? Absolument. Donc, je m'appelle Nolwenn, avec un seul N, c'est très important. Nolwenn Guyot, j'ai 28 ans. Je suis originaire de Nice et dans la vie, je suis chargée de communication. Donc, j'ai une carrière en communication et à côté, je suis sportive depuis de nombreuses années et combattante. On va en parler depuis 2-3 ans à peu près. Ok. Est-ce que, avant de plonger dans ta pratique sportive actuelle, tu pourrais nous faire un petit historique des sports que tu as pu rencontrer par le passé, ceux qu'on comptait pour toi? Est-ce que tu trouvais dans ces sports-là? Alors j'ai commencé par le fitness et la course dans un état d'esprit assez caractéristique, je pense, de ma génération, voilà, des années 90. En fait, c'était souvent pour perdre du poids qu'on faisait du sport. C'est vraiment les silhouettes fines qui étaient mises en avant. En avançant un petit peu, je me suis intéressée au cross-training, donc qui était en fait des gestes fitness mais avec des poids, mais toujours pas trop lourd pour surtout pas prendre du volume. Attention, il faudrait pas ressembler à un homme. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'amuser un petit peu plus là-dedans. J'ai fait de l'escalade pendant 1 an et demi. C'est la première fois que je pratiquais un sport uniquement pour le fun. Et puis chemin faisant, je me suis retrouvée à m'intéresser au sport de combat. Je voulais un sport qui me fatigue réellement, où je me donne à fond. Et je pense que c'est aussi ma façon d'être un peu combative, assez curieuse, assez physique, où finalement les sports de combat, on me disait que ça me correspondrait bien. Tu as commencé à en parler un petit peu, enfin des sports de combat plus largement, mais donc aujourd'hui on va parler du grappling notamment. Concernant ce sport ou ces groupes de sport, on va revenir sur la terminologie plus tard. Comment est-ce que tu as commencé? Dans quel genre de structure est-ce qu'on peut commencer à pratiquer? Et est-ce que toi tu as commencé à faire ce sport-là seul ou à plusieurs par exemple? Alors moi, comme je disais, je cherchais un sport un peu plus intense, entre gros guillemets, hein, par rapport à l'escalade, à me dépenser, mais en ayant un but, donc sortir de la performance pure du fitness, cross-training, etc. Et en même temps, dans les sports de combat, je cherchais un sport de combat où il n'y ait pas de coups. J'ai une contrainte métier puisque je fais de la communication. À l'époque, je faisais de la communication externe, mais aussi interne. Donc, j'avais assez souvent des réunions à coordonner où mon visage, voilà, apparaissait devant 150 personnes. Ok. Et donc, je ne pouvais pas revenir avec un œil au beurre noir. J'avais D'accord. énormément de questions au travail. Ouais, j'imagine. Donc, je me suis renseignée sur les sports de combat sans coup. Et donc, c'est le grappling qui était le plus accessible, en tout cas là où j'habite à l'époque, à Bruxelles. Donc, il y avait une salle vraiment pas loin. Et je suis tombée amoureuse dès le premier cours. Bien qu'en fait, le premier cours ait été un enfer vivant. Je pense que toutes les personnes qui ont commencé le grappling ou le jiu-jitsu décrivent la même sensation de mort imminente. On sort de là en se demandant à quoi tient la vie finalement, qu'on est bien peu de choses, puisqu'en fait on est des souffre-douleurs des pratiquants. On se rend compte qu'on ne sait rien faire. Ouais. On a vraiment l'impression d'être un chaton d'un mois. Okay. Et ça peut être un petit peu difficile pour l'ego quand on en a un gonflé. Okay. J'ai commencé toute seule, je m'y suis intéressée toute seule, mais c'est pas le récit qu'on entend la plupart du temps. Il y a d'ailleurs de très belles histoires sur comment voilà, le meilleur ami t'a ramené en fait dans une salle, ou t'a conseillé, ou t'a offert un cours d'essai. En général, on est ramené par quelqu'un. C'est un peu un cadeau qu'on fait dans la vie d'offrir ce sport-là. Moi, c'était voilà, c'était de mon propre fait, toute seule comme une grande. Et donc ce début de pratique-là, il remonte à quand? Moi, j'ai commencé il y a à peu près 3 ans, mais j'ai fait une longue pause de 8 mois
parce que j'étais partie faire du volontariat dans un autre pays. Il y avait pas de salle à ce moment-là, donc j'ai arrêté au bout de 6 mois à regret. Et dès que j'ai eu la possibilité de reprendre, en arrivant sur Paris, je me suis tout de suite réinscrite dans une salle. Ça m'avait beaucoup manqué. Okay. Bon, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Déjà pour commencer, on parle de grappling jusque-là. De ce que je comprends, moi, de mon point de vue de profane, hein, soyons clairs, le grappling, c'est plutôt un groupe de sport ou un type de pratique de combat plutôt qu'un sport spécifique. Toi, quel sport tu fais exactement? Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment il se pratique, comment un combat se déroule, selon quelles règles, etc. Alors moi, je pratique le grappling, qu'on appelle aussi nogi, mais la pratique plus générale, c'est le jiu-jitsu brésilien. Pourquoi on parle de gi, no-gi? Le gi, c'est en fait le kimono dans le jiu-jitsu brésilien. Donc quand on fait du jiu-jitsu brésilien, on porte un gi, un kimono. Et quand on ne le porte pas, donc c'est la version du sport où on est en short ou legging, hein, et en haut, c'est un t-shirt de compression qu'on appelle un rash guard. Et donc là, c'est no-gi puisqu'il n'y a pas de kimono. Donc c'est 2 versions du même sport. Beaucoup de pratiquants font les deux. En général, une préférence se dessine. Pour moi, c'était le grappling assez rapidement. J'ai aussi pratiqué du jiu-jitsu brésilien. Je le fais pas actuellement. J'ai jamais fait de compétition en kimono, mais ça viendra peut-être un jour. Le jiu-jitsu brésilien, ça peut rappeler le judo. Donc le kimono, le fait qu'il y ait des projections, etc. Le grappling se rapproche un peu plus de la lutte à livrer. C'est plus explosif, c'est plus acrobatique puisqu'il n'y a pas de grip. Donc ce qu'on appelle le grip, c'est pouvoir attraper le kimono de l'adversaire pour le maintenir dans une position, par exemple, ou l'empêcher de passer un bras. Ou c'est plus dans la construction, je dirais, un peu moins dans la réaction. C'est aussi moins encadré le no-gi, c'est-à-dire qu'il y a plus de tournois locaux avec des règles qui varient, alors qu'en général le jiu-jitsu brésilien, il y a de grandes fédérations et une plus grande visibilité aussi, j'ai l'impression. Voilà, c'est le côté plus traditionnel du sport selon moi. D'accord. Alors en général, un combat, c'est 5 minutes et on gagne soit par points, il y a un système de points, soit par soumission. C'est-à-dire que si tu arrives à soumettre l'adversaire, qu'il abandonne, à le faire abandonner, voilà, tu gagnes, peu importe le temps. Okay. Je voudrais juste rajouter un élément qui, je pense, est extrêmement intéressant dans ce sport, c'est qu'on peut faire de la compétition dès la ceinture blanche. Donc là où dans certains sports, il faut attendre 15-20 ans de pratique avant d'espérer peut-être faire des compétitions, et encore, ça dépend de quel âge on a. Là, en fait, on voit des personnes qui commencent à 30 ans et qui font de la compétition à 50 ans. D'accord, ok. Et il n'y a aucun souci. Ok. Bon, on va pouvoir rentrer dans tous ces sujets, toutes ces caractéristiques qui font du grappling un sport si singulier, et je pense que ce que tu viens de dire, ça en fait partie. Mais peut-être le premier avec lequel je voulais commencer, c'est la tension que j'ai l'impression d'observer dans ce sport-là entre force et technique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là en grappling? Absolument. Alors, c'est quelque chose qui est difficile à accepter quand on commence, mais la technique battra toujours la force. C'est un peu comme à l'escalade. Quand on commence, on monte avec les bras et en général, quand on a de la force, on se dit que tout va bien se passer. Mais en fait, la force, c'est ce qu'on a quand on n'a pas le reste. Et ça s'épuise assez rapidement. Dans ce sport, on cherche à maîtriser le corps de l'adversaire, à le contraindre dans une position. Le différentiel de force, il joue à niveau égal. Mais une personne plus expérimentée, elle arrivera toujours à détourner, annuler ou réduire l'effet de la force. Et plus on avance, en fait, moins on l'utilise. C'est assez génial à vivre. On se rend compte qu'on s'épuise beaucoup moins, qu'on est plus réfléchi dans les mouvements, qu'on utilise notre énergie beaucoup mieux à mesure qu'on progresse. Bon. J'exclus là la compétition, évidemment. Quand on a un round de 5 minutes en compétition, là, il faut absolument tout donner. Et la force peut faire la différence. D'ailleurs, ma première compétition, je manquais beaucoup d'expérience. Ça faisait que 2 mois que j'avais commencé ce sport. C'est mon coach qui m'avait conseillé de m'inscrire. Et j'ai gagné avec ma force.
D'accord. Honnêtement, la fille en face a rien pu faire parce que clairement, quand je la maintenais. Alors le combat n'est pas passionnant à voir. On voit bien qu'il y a énormément d'opportunités que j'ai loupées, mais néanmoins, j'ai réussi à marquer des points parce que j'ai annulé en fait toutes ces tentatives. D'accord. Donc, il faut faire preuve d'humilité, surtout quand on commence, ce qui n'est pas simple pour tout le monde, parce que voilà, on a souvent le récit de jeunes hommes qui arrivent, qui sont assez athlétiques et qui se retrouvent en fait soumis en quelques secondes par une fille plus expérimentée qui peut faire 10-20 kilos de moins avec la bonne technique. Il y a rien à faire, malheureusement. Ça, c'est super intéressant de pouvoir observer ça dans un sport, un homme qui se sent supérieur et qui est remis à sa place, finalement, en quelque sorte. On a souvent cette expérience en tant que pratiquante, surtout quand on va tourner le week-end. J'en parlerai un petit peu après dans ce qu'on appelle les open mat, où là on est dans un nouveau club avec des personnes qu'on connaît pas forcément, et on a quelqu'un qui arrive, un homme en général qui arrive en se disant qu'il va avoir un round de pause après s'être fait laver, terminé par quelqu'un de plus lourd, plus expérimenté. Il se dit je vais pouvoir me reposer, et puis en fait pas du tout. Il souffre d'une autre façon. Voilà, on le torture différemment, mais on le torture également. Trop bien. De ce que je comprends, malgré l'importance de la technique, comme tu viens de l'expliquer, il y a quand même un aspect instinctif dans la pratique de ce sport-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, quelque chose qui est important pour toi? Comment est-ce que tu vis cet aspect-là? Alors, je trouve que c'est assez personnel et certains rejettent l'idée même du combat. C'est vrai que c'est une réaction que j'ai souvent dans mon entourage. Pourquoi se battre? Enfin voilà, c'est pas joli. Mais pour moi, cette proximité des corps, elle est assez naturelle et je l'associe pas forcément à la violence ni à quelque chose de sale, comme beaucoup de filles en fait me l'expliquent. J'aimerais pas être au contact, la sueur des autres, etc. Alors c'est vrai que ça peut déranger. Moi personnellement, ça me dérange pas. Je pense qu'on passe au-dessus aussi. Tant qu'on n'a pas essayé, en fait, tant qu'on s'est pas confronté à l'autre, on peut pas vraiment mesurer en fait ce que ça peut apporter, et honnêtement on passe au-dessus assez rapidement. Pour moi, l'aspect d'instinct, il est hyper intéressant parce que quand je dois décrire le grappling à quelqu'un qui voit vraiment pas du tout à quoi ça peut ressembler, j'essaie de faire appel aux souvenirs entre cousins ou entre frères et sœurs quand on était enfant et qu'on essaie de se sauter dessus. En fait c'est de la bagarre, voilà, et c'est assez marrant. Il y a plein de vidéos de jiu-jitsu sur les réseaux sociaux. Il y a une grosse communauté, tout un humour qui est associé, et il y a souvent des vidéos de chats qui se battent, et en fait ils sont vachement bons au jiu-jitsu. Ils se retournent, ils utilisent le poids de l'un contre l'autre. Donc finalement, cette bataille de corps, oui, je pense que ça fait appel à des instincts quand même un petit peu animaux. Je pense que c'est très sain, en fait, de se confronter à l'autre comme ça, d'apprendre à bouger, à comprendre son corps, et à l'utiliser à 100%. En fait, il est vraiment pas limité. Il faut qu'il soit le plus mobile possible, et je trouve ça super intéressant. Il n'y a pas beaucoup de sports, je trouve, qui mobilisent autant d'aspects athlétiques. T'as commencé à en parler, mais donc il y a ce truc-là qui est très spécifique, enfin qui est très présent en tout cas dans le grappling, c'est la proximité des corps. Voilà, c'est chaque round, c'est 5 minutes en contact direct avec la personne. Parfois peut-être juste au niveau des mains, mais souvent j'ai l'impression vraiment au-delà de ça, quoi. Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que la manière dont tu le vis a évolué au cours du temps? Moi, je crois pas avoir eu de problème avec ça, même au départ. Bien sûr, c'est différent, ça dépend de l'intention. On dit qu'il y a des gens avec qui c'est agréable de tourner, qui savent tourner. Donc tourner, c'est effectivement cette confrontation, ce combat. Et il y en a qui savent pas. C'est assez désagréable en fait de tourner avec un corps qui va être dans la force pure et très tendu. Là effectivement on sent la tension et la violence en fait, mais quand on tourne intelligemment, justement en mesurant sa force, notamment quand on est avec des personnes plus lourdes, des hommes qui ont un gabarit plus imposant, en fait il y a possibilité que chacun en tire des bénéfices.
mais il faut le faire avec intelligence et en prenant en compte la personne qu'on a en face. Avec le temps, on apprend aussi à tourner avec les jambes blessées. Donc voilà, attention à mon épaule gauche, attention à mon genou droit. Et en fait, on arrive à développer une awareness, je sais pas comment dire en français, mais on porte vraiment une attention active en fait au corps de l'autre. On en a besoin pour tourner. C'est un sport individuel, mais on le fait ensemble. Donc il faut prendre soin des autres si on veut que ça se passe bien pour nous, tout simplement. Et je pense que si ça peut rebuter certaines femmes au départ, soit il faut se lancer dans des sections féminines, je reviendrai dessus plus tard, mais ça existe, des sections 100% féminines. Et je sais que ça en aide beaucoup à commencer et à appréhender en fait ce contact. Et puis sinon, juste se lancer et voir, hein. On a le droit de tester. Ok. Est-ce que cette proximité dont tu parles, elle a chez toi un impact sur le rapport que tu as à ton corps ou au corps d'autrui? Là, tu parlais juste avant du fait qu'il faut parfois prendre en compte les blessures de la personne en face. Ça donne vraiment l'impression que c'est une forme de dialogue. Je trouve que la pratique de ce sport apporte une meilleure connaissance de son corps, une meilleure compréhension, mais aussi une attention portée sur ses fonctions et moins pour son apparence et ce qu'il représente, ce qui est assez bienvenu en fait quand on a eu un parcours un petit peu difficile, un rapport difficile avec son corps. Je pense que ça peut guérir beaucoup de choses. On désexualise beaucoup les mouvements, les corps dans ce sport-là. C'est important d'ailleurs de désexualiser le corps quand on est en contact tout le temps avec le sexe opposé. On a des positions qui sont parfois assez marrantes. On en rit beaucoup. Ça fait partie de l'humour Jiu-Jitsu sur les réseaux sociaux qui est d'ailleurs très très drôle. Faut aller voir ça. Il y a des mèmes Jiu-Jitsu? Il y a beaucoup de mèmes Jiu-Jitsu. Mon algorithme est très Jiu-Jitsu et c'est hilarant. Voilà, ouais, vraiment. J'allais voir ça. Et puis voilà, c'est un sport où on est dans un bien simple appareil, en short, en t-shirt, pieds nus, il n'y a pas d'échappatoire. Le moindre voilà, défaut physique complexe, voilà, on pourra pas le cacher. Il sera là, il faudra faire avec. Et on peut aussi voir des avantages en fait, d'avoir des grandes jambes fines. Ça peut être un complexe pour certains hommes. En fait, en jiu-jitsu, ça permet d'attraper à distance, voilà, d'être très très relou. Très relou dans certaines positions, mais c'est pareil, un corps trapu et tassé, voilà, c'est très difficile à étrangler. Moi j'ai des petits pieds en tant que fille, je peux m'échapper assez facilement en fait quand on essaie de me prendre en clé de cheville, bon, sauf à un certain niveau bien sûr, mais voilà. Donc finalement chaque corps a ses avantages, il faut savoir en tirer parti. Ok, super intéressant. Maintenant d'un point de vue plus concret, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce à quoi ressemble une semaine type en termes d'entraînement pour toi? Alors moi, je fais 3 entraînements au club qui sont maintenant le matin. Un entraînement, c'est 1h30. On a un peu d'échauffement pendant un quart d'heure. Il y a une partie technique où le coach va montrer une technique ou un ensemble de techniques ou un système. Et ensuite, on va le répéter à deux en binôme. Ensuite, en général, on va le tester en situation un peu plus de combat en mettant de la résistance. Et puis la dernière demi-heure, c'est vraiment du combat libre. Donc voilà, pour que tu vois un petit peu ce que ça demande physiquement. Donc moi, je fais 3 entraînements en général. J'essaye d'en faire un de plus dans un autre club durant un open mat. Donc souvent, les clubs ouvrent le week-end. C'est un peu des portes ouvertes. Tout le monde est le bienvenu, c'est gratuit. Et ça permet de tourner avec des personnes qu'on ne connaît pas, qui tournent dans d'autres clubs, de se donner rendez-vous avec des... Moi, j'ai beaucoup cherché à tourner avec des filles pour me préparer aux compétitions. Et je me suis vite fait des copines qui s'entraînaient pas dans le même club. Donc le week-end, on peut se retrouver à l'open mat de tel ou tel club. Donc j'essaye d'en faire un le week-end en général. Et puis je pratique la musculation à côté de ça. Je fais 1 à 2 séances par semaine. Ça dépend de ma disponibilité. Je vois ça plus comme un complément. C'est un peu ma variable d'ajustement, pour être honnête. Et puis ça me fait au moins un sport où je suis vraiment seule. Ouais. Et concentrée et voilà. Ok.
Dans cet objectif d'entraînement, dans ton expérience, qu'est-ce qui est le plus sollicité? Qu'est-ce qui est le plus important à travailler? Est-ce que, donc on a parlé de technique, il y a peut-être aussi l'importance du cardio, peut-être la force de préhension, de grippe ou la force ailleurs. Selon toi, ouais, quelle est la priorité quand on s'entraîne? Pour moi, c'est clairement la technique. Le jiu-jitsu brésilien, le grappling, c'est un peu comme un puzzle infini pour lequel il me manque beaucoup de pièces. Et pour les pièces que je possède, que j'arrive à attraper, une incertitude de quel sens elles doivent prendre pour être intégrées au tableau, qui d'ailleurs n'est pas illustré. J'ai aucune idée de à quoi ce tableau ressemble, et qui a l'air en plus de dépendre d'une personne à l'autre. Mmh. Je pense que c'est la meilleure description que je pourrais donner de la complexité en fait d'intégrer toutes ces techniques. Alors on les répète sans cesse, on essaye de les intégrer, de les utiliser en combat, de se les approprier, de l'adapter à notre corps, nos capacités, mais aussi au jeu et au corps de l'autre. Et finalement, c'est un travail qui est infini et qui est du coup assez passionnant. On n'en a jamais fini d'apprendre dans ce sport-là. On dit, c'est assez connu que les autistes sont excellents en jiu-jitsu brésilien, ce qui est drôle puisque je suis à peu près tout sauf autiste, voilà, très peu geek, voilà. Et d'ailleurs, il faudrait que j'étudie un petit peu plus la littérature, mais moi je suis assez instinctive et ça ne me facilite pas forcément la tâche. Mais voilà, chacun vient avec ses capacités. C'est vrai que j'étais quand même assez athlétique, donc moi je viens avec un capital force assez correct, un grip également qui me vient de l'escalade, un cardio voilà correct également. Donc ça va vraiment être dépendant d'une personne à l'autre. Et pour moi c'est vraiment la technique. Mais je pense que c'est ceux qui vous diront que la technique est facile à intégrer, soit n'ont pas compris à quel point le puzzle est infini, soit ils mentent. Ok, à bon entendeur. Et je rajouterais un autre élément, au-delà du physique, c'est une révolution, je pense, au niveau du développement personnel, puisqu'on doit accepter dès le premier cours qu'on est nul. Voilà. On est en permanence dans des situations inconfortables, difficiles, dont on ne sait pas comment sortir, ce qui demande beaucoup d'humilité et de la résilience, puisqu'il faut continuer de venir s'entraîner, il faut continuer d'essayer de trouver des solutions, et c'est un combat de vie, finalement. Ouais, ok. C'est vrai que je posais cette question-là vraiment purement sur un aspect physique, mais finalement, il faut s'entraîner, il faut aussi entraîner son mental, j'imagine. Absolument, c'est un sport qui, s'il est intégré dans sa vie en général, vraiment permet de grandir sur plein d'autres aspects. Ça apprend vraiment des valeurs, je pense, fondamentales pour évoluer en tant que personne. Et je suis vraiment reconnaissante de ce sport, de ce qu'il m'apporte au quotidien. Ok. Dans la continuité de cet entraînement, niveau alimentation, est-ce que tu as choisi de faire des changements, d'adapter ton alimentation dans le cadre de la pratique sportive? Alors, dans le cadre des compétitions, il faut souvent perdre du poids. Alors, on n'est pas à des niveaux de combattants pro MMA qui doivent perdre 10-15 kilos, hein, on s'entend. Mais moi, j'ai déjà dû perdre jusqu'à 6 kilos pour une compétition. C'est pas forcément facile à gérer, surtout qu'on n'est pas forcément accompagné. Moi, j'ai quand même une bonne base en nutrition, pas mal de connaissances, et j'ai toujours été intéressée par la cuisine, l'alimentation, etc. Donc, je surveille mon poids à l'approche des compétitions, voire je mets en place une sèche adaptée. Ça permet au moins de pouvoir varier entre un corps qui est en saison et un corps qui qui est un peu plus relâché, qui est juste là pour avoir un entraînement régulier. Je pense que ça peut cadrer certaines personnes. Moi, je suis encore plus affamée qu'avant, juste parce qu'il y a plus de dépenses physiques. Donc voilà, j'essaye de surveiller quand même ce que je mange pour pas avoir des écarts de poids qui sont trop importants, qui peuvent devenir difficiles à gérer mentalement, psychologiquement. Ok, d'accord. Tu parlais du poids dans le contexte des compétitions.
Justement, en parlant de compétition, et tu l'as mentionné plus haut, t'en as déjà fait. Est-ce que tu as l'intention d'en faire d'autres? C'est quoi un peu Ouais, ton parcours là-dessus? absolument. J'en ai 2 qui arrivent en janvier. C'est pas des grosses compétitions, mais pour une fois, il y aura assez de gens dans la catégorie, donc ça c'est Cool. très très bienvenu. J'ai commencé les compétitions quasiment immédiatement en grappling. C'est mon coach de l'époque, celui avec qui j'ai commencé, qui m'avait conseillé de m'inscrire. Il a eu raison puisque j'ai gagné ma première compétition assez facilement. J'en ai fait une deuxième quelques mois plus tard que j'ai également remportée. Ensuite, j'ai dû partir en volontariat, donc j'ai dû arrêter. Et quand je suis revenue à Paris, je me suis inscrite à une compétition peut-être 2 mois après avoir repris, et j'en ai refait une en fin d'été. Donc j'en ai fait quand même assez régulièrement quand je m'entraînais, quand je pouvais m'entraîner. Je trouve ça à la fois challengeant parce que ça nous permet de nous entraîner avec un objectif, d'avoir des positions, soit des faiblesses, soit des forces en fait à travailler. Donc ça aide au niveau du plan d'entraînement. Et je trouve aussi que ça permet de continuer à être motivé à s'entraîner. En fait, tu veux surtout pas louper l'entraînement parce que tu peux compter le nombre d'entraînements qui te reste jusqu'à ta compétition, et tu te dis, c'est à chaque fois en fait une opportunité de plus à saisir et qui me rapproche potentiellement de la victoire. D'accord, ok. Donc voilà, il y a pas mal de compétiteurs, moi, dans les clubs où j'ai pratiqué. Je sais que c'est aussi une culture. Il y a des clubs où c'est moins le cas. Et puis il y a des gens qui se sentent pas compétitifs, qui vont peut-être être juste stressés par cette idée-là. Donc faut pas se dire que c'est une obligation. Mais je pense que c'est bien de s'y confronter, de voir si ça nous plaît ou pas. Et puis c'est une super ambiance. En général, le club, il y a une bonne partie du club qui se déplace. Il y a le coach qui vient pour te préparer et qui coach en fait dans le coin du tatami, qui te crie en fait des indications. Donc je trouve ça vraiment intéressant, au moins d'essayer de s'y confronter. Ok. En préparant l'épisode, je suis allé regarder quelques combats, et quelque chose qui m'a marqué, que j'ai trouvé vraiment beau en termes de fair play, et, je sais pas, de valeur de ce sport-là, c'est j'ai vu des combattantes se faire un câlin en quelque sorte en fait à la fin du combat. Absolument. Voilà, une sorte de marque de respect, de voilà, bravo pour ton combat, que t'aies gagné ou perdu, et voilà, franchement j'ai trouvé ça très 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 cool quoi. Je pense que ça vient assez naturellement du fait que on se donne mutuellement nos corps, et on ne peut que respecter la personne en face. Et puis en compétition, on a parfois des sacrés adversaires qui font des choses admirables. Moi, ça m'est arrivé également de perdre en finale contre une fille qui m'a mis un armbar en garde fermée. Ceux qui s'y connaissent sauront de quoi je parle. C'est une position dont j'avais beaucoup de difficultés à sortir. Elle me l'a placée admirablement bien. Je me suis relevée, j'ai fait un mouvement de tête impressionné, et ensuite j'ai serré la main, et honnêtement j'étais même pas dégoûtée de perdre, j'étais juste impressionnée en fait de ce qu'elle avait réussi à faire. Donc et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans nos clubs quand on fait nos sparring, donc nos combats à la fin du cours. En général, on se sourit, on se check, on se fait un câlin avant et après. Voilà, il y a beaucoup de respect, et je dirais même de tendresse entre la plupart des combattants, quand on s'entend bien en tout cas. On n'est pas sur les podiums de MMA à se faire des gros fuck. Ouais, voilà. Ouais, je pense que ça c'est un truc important. Conor McGregor. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un point important pour les personnes qui pourraient être intéressées, pour se faire un peu une idée de voilà ce à quoi s'attendre, quelle atmosphère en compétition, le fait que ce soit pas cette ambiance d'animosité. Je pense que moi je trouve que c'est un truc qui pèse dans la balance. Si un jour je décide de tester de faire du grappling, savoir que l'ambiance est comme ça, voilà, c'est un facteur important. Absolument, c'est très important de le dire, tu as raison. C'est en général, sauf si vous
tombé vraiment dans des mauvais clubs, mais en général c'est très bienveillant, on accueille les nouveaux, on leur explique, on est patient, voilà. L'objectif c'est d'avoir des pratiquants qui restent, qui sont satisfaits, qui se tirent vers le haut, qui, comme je le disais, s'accompagnent en compétition. Moi j'avais des amis dans mon club en Belgique qui venaient sur leur jour de week-end, le dimanche, à 1 heure de route pour venir nous soutenir, prendre des photos, nous filmer nos combats. Il y a une vraie solidarité et c'est souvent prôné par les coachs. C'est la culture du jiu-jitsu qui est transmise par les coachs et on a de la chance d'avoir un sport avec un si bel héritage. Pour revenir aux compétitions et un peu un aspect technique, moi dont je suis un peu curieux sur les catégories de poids. Comment est-ce qu'on choisit sa catégorie? D'ailleurs, est-ce qu'on l'a choisit? Est-ce que c'est juste la catégorie dans laquelle on se situe au moment T, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Absolument, si tu as des adversaires. En tant que femme, c'est un petit peu plus compliqué que pour les hommes. J'ai pas mal de fois été confrontée à des situations où finalement on n'est que 2 dans la catégorie. Donc là, t'as un combat. C'est un petit peu dommage parce que j'en parlerai après, mais c'est quand même un coût. Et puis il y a une préparation, et puis voilà, il y a un investissement quand même derrière. Pour les filles, en général, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, se mettre dans une compétition où il y a assez de compétitrices. Donc moi, j'ai dû descendre en catégorie, monter en catégorie. Ce qui peut être un petit peu difficile parfois à gérer, comme je disais, ma compétition précédente où j'ai dû perdre 6 kilos, c'était pas de gaieté de cœur et j'aurais préféré combattre dans ma catégorie et ne pas avoir à perdre de poids, mais malheureusement c'est souvent compliqué. Voilà. Pour les garçons, il n'y a pas de souci. En général, il y a assez de combattants dans toutes les catégories. Voilà. Il y en a qui préfèrent être dans une catégorie un petit peu en dessous, perdre quelques kilos. Je suis pas sûre que ça fasse autant la différence que ça d'une catégorie à l'autre. Quand on est sur 2-3 catégories, oui, ça commence à peser. Mais une ou deux, une catégorie, non. Okay. Les catégories, c'est des intervalles de combien de kilos environ? Ça dépend, en fait, encore une fois, des règles de la compétition. Je dirais que 2 catégories, on est presque à 10 kilos. Oui, d'accord. Là, ça commence à faire une différence. Mais tu vois, là, je vais combattre en moins de 58 et celle du dessus, ça doit être plus de 62 ou 64. En vrai, j'ai combattu en moins de 64, j'ai pas vu une grosse différence. D'accord. Donc, bon. Donc là, juste avant, tu disais avoir dû descendre ou monter d'une catégorie, donc ça implique forcément de faire varier ton poids. C'était comment cette expérience-là, d'avoir cette contrainte à laquelle se plier, ce poids à atteindre en amont du combat? Donc en effet, moi je fais à peu près 60 kilos. Idéalement, je perds 2 kilos pour rentrer dans la catégorie moins de 58, qui est confortable pour moi. En septembre, en fin d'été, j'avais une compétition où il fallait que je perde 6 kilos. Donc j'ai fait une sèche. D'abord, j'ai essayé de perdre du gras. Et puis les derniers jours, j'ai fait ce qu'on appelle un cutting. Mais moi, j'en ai fait un mini cutting. Donc là, on coupe carrément l'eau. Il vaut mieux éviter. Si on peut éviter, c'est vraiment tout sauf agréable, parce que ça prend le pas sur la vie personnelle. Voilà, moi je suis pas combattante à plein temps, j'ai un boulot à côté de ça, donc déjà s'organiser quand on est sportif pour avoir une alimentation bien gérée, des bons apports en nutriments, etc. Là, passer sur une diète où on est à la moitié de nos calories de maintenance, c'est difficile à gérer. Et puis les derniers jours, ça devenait psychologiquement vraiment lourd. J'étais énervée, j'étais frustrée. Enfin voilà, je commençais à avoir très faim, très faim. Donc voilà, moi ça me réussit pas trop. En plus comme j'ai dit, j'ai un gros appétit, donc non, c'était vraiment pas facile. Quand je vois les combattants de MMA qui doivent perdre 15 kilos en 4 jours, enfin, j'ai vu beaucoup les vidéos, justement, quand j'étais en plein cutting parce que ça m'aidait, je me sentais moins seule. Ouais. J'ai regardé toutes les vidéos YouTube sur le cutting et les voir en souffrance, transpirer, voilà, ça m'aidait quelque part. Parce que, en fait, on s'enferme dans une bulle parce qu'on est le seul, en fait, on est seul dans son objectif. On est pendant une semaine genre, je tournais à 800 calories par jour et je me disais mais pourquoi je m'inflige ça, enfin, c'est terrible, surtout pour qu'en plus une fois sur le tatami ça fasse pas une énorme différence. Donc D'accord. Et ça fait pas de différence dans le sens où
Quoi, t'es descendu tellement bas en termes de poids que t'aurais pu moins te limiter, moins cutter? Non, j'ai été obligée de cutter à ce point-là pour perdre à ce point-là. D'accord. J'ai même été ric-rac, hein. J'étais pas large, hein, D'accord. sur l'objectif de poids. Euh, mais non, c'est que c'est pas forcément toujours. Non, je trouve pas ça très intelligent en fait. Je sais pas comment on pourrait faire autre chose. Je connais pas de système alternatif. Hein, Hmm. je prétends pas avoir les solutions. Mais c'est vrai que c'est frustrant quand pendant 3 semaines tu perds du poids, etc. Et puis ensuite tu te pèses. Ça y est, t'as fait le poids, donc c'est bon. Tu remanges le lendemain. Finalement, t'as repris tes 4 kilos. Enfin, Hmm. tu vois, et sur le tatami, ça fait pas une grosse différence. Donc pourquoi toute cette souffrance? Parfois, quand on est dans le dur, on se dit, mais à quoi bon? Ouais, je vois. Là, c'est un peu une pensée comme ça qui me vient en discutant. Est-ce que techniquement, ça serait possible, ce serait imaginable, juste tous les combattants, combattantes viennent le jour J, se pèsent et on fait des groupes en fonction de leur poids au jour J. En fonction, enfin, par exemple, on dit il faut pas qu'il y ait plus de, je sais pas, 7 kilos, que sais-je, de différence entre deux combattants ou deux combattantes qui s'affrontent. Bon, j'imagine que ça ferait. Tu t'inscris dans une catégorie, donc côté organisation, ça simplifie les choses. Mais je sais pas, ouais, est-ce que ça. Comme une sorte d'échelle de poids, sauf qu'il faut de toute façon séparer à un moment. Et Ouais, donc, je pense qu'il y aurait quelques embrouilles. ouais, ouais, Je- ouais. J'imagine pas tellement les coachs être d'accord d'avoir un D'accord. combattant dans une catégorie du dessus, mais il y a peut-être des choses à inventer. Ok. Ouais. En tout cas, c'est un problème intéressant parce que bon, c'est fait pour enfin, pour que les combats soient équilibrés. D'un autre côté, ça implique, ben, voilà, des contraintes à respecter. Euh, et puis après, bah, ça peut, voilà, déborder sur des dérives. Enfin, il y a le sujet des TCA, etc. Et donc, c'est tout un sujet, quoi. Qui est un gros sujet en plus dans les sports de combat. Il y a beaucoup de combattants qui après une grosse sèche, un gros cutting en fait font un peu de boulimie. Mhm. Moi, j'avoue que c'est pas allé jusque là, mais j'ai été très très gourmande dans les semaines après ma compétition. J'avais plus envie en fait de me restreindre à ce point-là, donc c'est pour ça que je parlais en fait de ce poids quand t'as des compétitions et quand t'es plus en compétition. Mhm. Et je trouve que finalement euh, il faut réussir à le maîtriser, il faut réussir à le prendre avec philosophie. Voilà. Mhm. Disons que pour certaines personnes, c'est certainement rassurant de pouvoir contrôler son poids, savoir quand est-ce qu'on peut se laisser aller et quand est-ce qu'il faut faire attention. Pour d'autres, c'est certainement stressant et en effet, peut-être un amplificateur ou voilà de fragilité comme les TCA. Ça peut-être en provoquer en effet chez certains. Voilà. Mais c'est entièrement personnel sur sa gestion, son rapport avec le contrôle. Je pense que ça fait Mhm. appel à son rapport avec le contrôle. Ouais, je Euh, vois. je sais que moi, avec mon passif, en effet, j'ai fait des TCA quand j'étais plus jeune. Donc, tout contrôler, tout maîtriser, c'est pas forcément quelque chose que je recherche. Donc, j'essaye de rester dans des intervalles de poids raisonnables pour pas avoir de trop gros écarts. Je vois. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect très personnel là-dedans. Moi, de mon côté, c'est quelque chose qui fait réagir pas mal quand j'en parle à des amis, des collègues, etc. Je pèse tout ce que je mange. J'ai juste pris cette habitude-là. Euh, pas, c'est pas tellement pour contrôler, c'est plutôt parce que ben, j'ai envie d'avoir suffisamment mangé pour ne plus avoir faim, mais je veux pas en avoir trop non plus et faire des restes. Et donc, j'ai juste pris cette habitude-là. Mais qui, voilà, pour quelqu'un, enfin, cette pratique-là, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être ouais, enfin de pas être de pas être sain quoi. Oui, moi, ça me rendrait folle, par exemple. Je sais que ça me rendrait folle. Donc oui, en effet, hein, bah, tu ferais facilement, toi, des sèches et des cuttings. C'est vrai que c'est ce que je trouvais le plus frustrant, quoi, de vraiment devoir euh, se maîtriser sur absolument tout. Hmm, Mais oui, en effet, chacun le gère complètement différemment. je vois. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais faire un peu l'exercice de nous amener avec toi en combat? Voilà, le jour J, t'es arrivé sur place. Qu'est-ce que tu ressens mentalement, physiquement?
avant, pendant, après un combat? Comment ça se passe? Alors le jour du combat, une grande excitation quand on se réveille, hâte de sortir du lit. Mmh. Je dirais que le plus difficile, c'est plutôt en amont, c'est plutôt les 1-2 semaines précédentes, où on est en boucle à penser en fait à son plan de jeu, à s'imaginer des situations, à se voir. En fait, c'est important. Il y a des exercices d'ailleurs de je sais plus comment on dit, le De mot m'échappe. visualisation? Oui, de visualisation totalement. C'est important de se voir placer les soumissions, se positionner, etc. Et ça s'accompagne en fait de beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhension. On a l'impression d'avoir oublié certaines techniques, de plus savoir les faire, etc. Et c'est vrai que ça nous accompagne en général jusqu'au jour J, et ça s'amplifie en fait une fois qu'on arrive. Il y a, en général, les compétitions se passent dans des grands gymnases. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. Il y a plusieurs combats qui se déroulent en même temps, avec à chaque fois des spectateurs, des coachs, des arbitres. Mmh. Donc tout ce monde qui grouille et qui est très tendu, puisqu'il y a des combats qui s'enchaînent avec des résultats, avec des podiums. Enfin voilà, il y a quand même un enjeu derrière. Donc le jour J, c'est beaucoup d'excitation et en même temps une impression d'être ramené à sa solitude et à ces petites techniques qu'on n'est plus trop sûr de savoir maîtriser finalement. Donc un petit point peut-être sur ces semaines qui précèdent la compétition. Il y a un décalage souvent avec les proches quand on est seul à pratiquer ce sport-là. Comme je disais avec la diète, quand on doit perdre du poids par exemple, il y a aussi cette préparation en fait au niveau déjà des entraînements qui doivent être très réguliers et orientés compétition, et aussi le fait de vouloir avoir une hygiène de vie la plus propre possible, dormir un maximum, et en fait c'est pas forcément toujours compris par les gens qui nous entourent. Donc il y a ce terme en anglais qu'on dit il faut se locked in. C'est un peu la même chose en fait quand on passe en mode compétition. Il faut vraiment se dire que j'ai cette échéance là, il faut que je me donne les moyens d'y arriver, il faut que je me prépare convenablement, et en fait le jour J c'est c'est là où tout se révèle. Et ce qui est quand même très agréable, c'est qu'on retrouve des gens de notre univers. Donc on arrive en général, comme je le disais, on a quelques amis, nos coachs, des gens d'autres clubs qu'on peut connaître. Donc on est tout de suite dans cette ambiance, et là cette impression de décalage et d'être un peu seul dans son combat, elle disparaît quand on est accompagné. C'est important d'accompagner les gens en compétition. Ne laissez pas vos amis aller seuls. SOS. Voilà. Et puis juste avant, très important de se mettre dans cette bulle, de se dire qu'on sait faire, qu'on s'est pas entraîné pour rien, que on va pas immédiatement devenir un débutant. Ça arrive beaucoup aux combattants qui perdent complètement leurs moyens, qui ont l'impression de ne rien savoir faire quelques minutes avant de rentrer sur le tatami. Il faut vraiment se rassurer en se disant que si on a l'impression de plus savoir faire, notre cerveau sait faire, notre corps sait faire. Il faut se faire confiance. Les réflexes seront là. Mais en fait, ce qui crée ce gros stress, cette grosse peur, c'est qu'il y a une énorme décharge d'hormones, parce qu'on va quand même se confronter en 1v1 sur un tatami. Alors non, c'est pas une cage, mais ça reste quand même une situation où c'est soit tu fight, soit tu flight, et là t'es obligé de fight. Ouais. Et t'es là pour ça. Il y a des gens qui te regardent. Donc moi je me souviens très bien de mes premières expériences, l'impression de plus du tout avoir de force dans mon corps, une perception du temps et de l'espace complètement déformée. J'avais un petit peu l'impression d'avoir pris une substance, quoi. C'est très très étrange. Il faut réussir à entendre son coach qui est dans le coin du tatami, donc je le répète, à essayer de nous orienter dans le combat. Donc il faut réussir à l'entendre, mais en général on entend 2-3 mots, quoi. Et puis réussir à petit à petit à se mettre dans le combat et à réussir à dominer
toutes ces émotions, tous ces sentiments pour pouvoir vraiment donner le meilleur et justement ne pas se laisser complètement envelopper par cette peur. Ce que j'ai vu aussi chez des combattants perdre complètement leurs moyens, et là c'est la catastrophe parce qu'en fait toute cette préparation pour rien, Ouais. pour être déçu au final. Ouais, je vois. Et donc là, c'est à l'échelle donc d'un combat. Ouais. Oui, parce que normalement, on en a plusieurs. Ouais. Bon, voilà, comme je le disais, quand on est une fille, en général, on n'en a pas énormément. Les garçons, ils peuvent en avoir 15, d'affilée. Ouais, donc c'est très fatigant pour le corps. Et là, c'est pour ça qu'il faut aussi apprendre à bien maîtriser la force, etc. Ouais. Parce que sinon, on se crame dès le début. Donc voilà, ça dépend des compétitions, mais en effet... à chaque fois, rebelote, nouvel adversaire, nouveau jeu. On sait pas du tout à quoi s'attendre et il faut donner le meilleur. Et le meilleur, ça reste quand même après. Voilà, c'est quand on peut enfin se relâcher. On est entouré, voilà. On a des gens qui sont là pour nous, avec qui on peut partager notre joie. Et puis même si si l'issue n'est pas comme on l'espérait. C'est quand même un soulagement en fait de l'avoir fait et de savoir qu'on a au moins quelques semaines, peut-être quelques mois pour certains de break. Voilà. Ouais. On va pouvoir manger convenablement. Et puis ensuite voilà, faut récupérer physiquement parce que quand on a eu pas mal de combats comme ça, beaucoup de stress, on est épuisé, on est lessivé. J'imagine. Ces combats, ça prend bien entendu place dans le cadre d'une pratique en club, dans une forme de collectif. À quoi ça ressemble, l'atmosphère dans un club de grappling? Et est-ce qu'il y a une forme de communauté dans les clubs de grappling? Voilà. Absolument. C'est ce qu'il y a de plus beau en fait dans ce sport, c'est que c'est le jiu-jitsu brésilien en fait. Il a une culture qui est autour, qui est vraiment celle du partage, de la communauté, de la bienveillance. En général, si tu préviens un club, voilà, je dois partir en déplacement en Allemagne, je trouve la page Instagram d'un club, je contacte le gars, en général, t'es le bienvenu pour venir t'entraîner, quoi. Et tout le monde t'accueillera avec plaisir. Donc c'est un sport qui est certes individuel, mais on a besoin de l'autre pour pratiquer. Et ça se fait fort heureusement dans la plupart du temps, dans le respect, la camaraderie. Et puis bon, c'est le coach aussi qui doit imposer cette culture du partage, de la bienveillance, et cette discipline. On essaye tous de se tirer vers le haut, on s'entraide. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu de très belles expériences dès le départ. Quand j'ai dû me préparer pour des compétitions, j'ai toujours trouvé des gens pour tourner, même en dehors des cours, pour m'aider à réviser certaines positions, etc. Comme je le mentionnais, il me semble tout à l'heure, j'ai un ami en Belgique qui venait toujours photographier, filmer les combats le week-end, même si lui ne combattait pas. Et comme je le mentionnais aussi, en fait, en général, le week-end, on peut aller tourner dans des clubs où on n'est pas inscrit. Et on est toujours le bienvenu. Donc ça fait partie de la culture en fait du sport. Et c'est ce qui est magnifique, vraiment magnifique. Excellent. Autre sujet qui m'intéresse, qui me questionne, que je connais peu, c'est le système des ceintures. Il me semble qu'il existe dans le grappling, mais j'avoue que je sais pas à quoi il sert, comment il fonctionne, comment est-ce qu'on obtient sa première ceinture et comment on passe ensuite au niveau supérieur. Qu'est-ce que t'en connais, toi? Est-ce que tu saurais expliquer ça? Alors, en effet, il y a des ceintures en jiu-jitsu brésilien. C'est pas les mêmes qu'au judo. Il y en a moins et il faut plus de temps pour les obtenir. Ça peut être très difficile quand on commence, puisque la ceinture blanche, on dit que c'est la plus difficile. Il y a souvent des ceintures blanches qui disent ça, bien évidemment, mais on dit qu'il y a à peu près 90% des gens qui abandonnent avant de passer la suivante, qui est la ceinture bleue. On dit aussi qu'une bonne ceinture bleue en général, elle peut battre n'importe quelle personne qui n'a jamais pratiqué de sport de combat, quel que soit le gabarit. Bon voilà, je pose ça là, je suis pas une experte sur toutes les ceintures, mais voilà, ceinture bleue, ça commence déjà à être un sacré niveau. Ensuite il y a la violette, après il y a la marron et ensuite il y a la noire.
En général, les gens commencent à donner des cours en fin de violette marron. Ok. Donc voilà, ceinture noire, c'est vraiment le Graal. Là, on est considéré comme une arme blanche. On est super classe et respecté. Bon, après, il y a des grades dans les ceintures noires, mais voilà, en général, ceinture noire, c'est bon. Le game est plié. On les utilise aussi en grappling, les ceintures, mais voilà, on va pas se trimballer avec une ceinture par-dessus un short et un rash guard. On les porte parfois quand il y a des occasions. En général, bon, ça dépend des clubs encore une fois, hein, mais moi, j'ai fait 2 clubs sur 3 où ce qu'on appelle les grades, donc les passages de ceinture, sont donnés à 2 moments dans l'année. Donc un en été, en général un en hiver. C'est une cérémonie, tout le monde vient. En général, on s'entraîne et puis ensuite les ceintures sont remises ou pas. Ce qui est assez particulier avec le jiu-jitsu brésilien, le grappling dans les ceintures, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'examen à passer. Il n'y a pas de checklist. C'est le coach qui décide. C'est Dieu qui donne. et nous, on accepte. D'accord. Voilà. Donc, et moi, je trouve ça vachement bien aussi. Parce que, du coup, tu t'en préoccupes pas. T'es juste là pour progresser. Puis, le jour où ton coach a décidé que ça y est, t'avais passé, le niveau, eh ben, il te le signifie. Ok, ouais, je vois. Donc tu peux pas, modifier ton comportement en entraînement, etc., pour essayer d'influencer, d'influencer le ou la coach et essayer d'aller au max sur les ceintures. C'est vraiment juste fais ton job, fais l'entraînement, et si tu le fais bien, tu seras récompensé, quoi. C'est ça. En fait, la seule chose que tu peux faire pour impressionner ton coach, c'est de venir s'entraîner, d'être sérieux, de faire les exercices, de poser des questions. Voilà. Faut être impliqué et tout naturellement, tu progresseras de cette façon. Je trouve que c'est un système qui est du coup assez fascinant parce qu'il repose sur la sagesse et l'expérience du coach. Donc c'est une sorte de contrôle continu en fait. Ça force à vraiment être discipliné et à apprécier aussi en fait the journey et pas juste le résultat. Ok, ouais. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à une seconde partie dans cette discussion-là qui va porter sur la pratique féminine des sports de combat. Tu l'as déjà mentionné, mais je trouve ça intéressant de revenir sur ce point-là. Donc de ce que tu as dit, les combats peuvent être mixtes ou parfois ils peuvent être seulement entre femmes. Ça varie en fonction de quoi, et est-ce que... quelle est ton expérience en combat mixte versus combat entre femmes ou entraînement mixte, entraînement entre femmes? On a un gros déficit de femmes dans cette discipline. Il y en a déjà plus en jiu-jitsu brésilien, donc en gi avec le kimono, qu'en grappling. Mais voilà, on a quand même une grosse majorité d'hommes. Donc en général, les clubs ne proposent que des cours mixtes. Il y en a qui proposent des horaires où c'est uniquement féminin. Je trouve l'initiative géniale, surtout pour, comme je le disais en début de discussion, pour celles qui ont un peu d'appréhension à tourner avec des hommes. Donc ça permet de lever cette barrière-là. Moi personnellement, j'ai tellement eu l'habitude de tourner avec des hommes, puisque dans mon premier club, j'étais la seule femme pendant 6 mois. Oui. Dans mon deuxième club, j'étais quasiment la seule femme. Il y avait de temps en temps une autre, mais voilà. Donc finalement, maintenant, comme je disais, j'ai complètement désexualisé le corps et j'ai appris différemment. J'ai plus développé ma défense dès le départ. Et puis quand j'ai pu tourner ensuite avec des filles, avec des femmes, là j'ai pu développer un jeu un peu plus offensif qui ressemblait plus à ce que j'applique en compétition. Je pense que c'est important en tant que femme de pouvoir tourner avec des femmes. Donc même quand on est dans un club où voilà, on est seul, comme ça a été mon cas, il faut avoir d'autres opportunités. Donc soit faire des open mat le week-end, soit essayer d'aller de temps en temps dans des sections féminines, soit se faire des copines avec qui on peut tourner. Je trouve que c'est important, surtout si on fait de la compétition, parce que le jeu n'est pas le même, le rapport de force n'est pas le même. Donc voilà. Et j'encourage toutes les initiatives qui permettent plus de rencontres entre femmes pratiquantes. Ok, super intéressant. Plus largement, est-ce que ta pratique de ce sport de combat, elle prend à tes yeux un sens différent en tant que femme?
Oui, les parallèles sont nombreux avec celui du combat féministe, je trouve. Déjà, on met les pieds dans un domaine qui n'est traditionnellement pas vraiment ouvert aux femmes. On combat. On cherche à maîtriser puis soumettre. C'est pas souvent des choses qui sont bien vues. Ça plairait pas vraiment aux masculins, ça. Et sur le plan purement technique, on apprend à s'échapper de situations défavorables où on est contrainte, à retourner une situation, à annuler la force, à piéger ou à utiliser d'autres capacités, par exemple la flexibilité qui est très utile en grappling. Donc oui, les parallèles sont très très nombreux et pour moi c'est important parce que ça casse un peu les clichés. Et j'aimerais vraiment qu'on arrive à avoir plus de femmes qui pratiquent. Voilà. Ouais, ok. En préparant cet épisode, je me suis posé un peu la question du rôle que pourraient jouer les sports de combat dans ce contexte-là. Je m'explique. Avec quelques chiffres, par exemple, donc en 2022, en France, on comptait 230 000 femmes majeures victimes de violences sexuelles. C'est des chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Et autre chiffre que moi j'ai trouvé vraiment super intéressant, que j'avais pas en tête, mais qui m'a pas surpris malheureusement, c'est qu'en 2025, le Haut Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes rapportait que 90% des femmes ont déjà renoncé à des actions ou modifié leur comportement pour ne pas être victimes de sexisme ou d'agression. Cette situation-là, ça m'amène à me demander si la pratique des sports de combat, par les femmes, devrait être vue comme un outil supplémentaire en faveur de leur sécurité. Mais je suis un peu circonspect, un peu méfiant, une première raison qui est que, sur le principe, je considère qu'il faut d'abord éduquer nos fils plutôt que armer nos filles. Est-ce que déjà tu as un avis là-dessus, sur ce premier... J'aurais tendance à dire qu'il faut faire les deux. Il faut appuyer là où on peut appuyer. En ce qui me concerne, moi j'ai pas de fils, donc je peux pas les éduquer. mais par contre, je suis entourée de femmes et je pense que les femmes doivent apprendre qu'elles peuvent se défendre. En fait, on n'est pas destiné à être des victimes. Et ça, il faut absolument que les femmes l'entendent. Ouais, c'est un message important, je pense, en effet. La seconde chose qui m'apparaissait comme élément de réserve par rapport à ce rôle-là en faveur de la sécurité des femmes, c'est que je me demande si le fait de s'entraîner à combattre, d'apprendre à combattre pour une femme, est-ce que c'est un réel vecteur de sentiment de sécurité au quotidien, quand il faut rentrer tard le soir chez soi, quand il faut trouver le courage d'aller courir seul une fois qu'il fait nuit parce que on va courir après le boulot et c'est l'hiver. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est un levier Absolument. Et même si ça peut être un mirage, une fausse idée, on me l'a déjà dit. Ah oui, il y a la différence de poids. En effet, si je tombe contre quelqu'un d'1m90 qui me met 30 à 40 kilos, ça va être compliqué. Mais je suis persuadée que ça permet au moins de se sentir plus confiante. Et ça, c'est important. C'est le plus important. Parce que la plupart du temps, les agressions arrivent, mais la plupart du temps, c'est des appréhensions que ça pourrait arriver. Et donc, si on n'a pas cette appréhension, on réduit quand même déjà pas mal le problème. Moi, personnellement, je me sens bien, je me sens beaucoup mieux que quand j'étais plus jeune. Donc, le fait de pratiquer un sport de combat a renforcé ma confiance. Je n'ai pas forcément peur quand je rentre toute seule. Et je sais qu'au besoin, j'ai 2-3 techniques qui peuvent surprendre et m'aider. Ça peut surprendre quelqu'un. Et puis, si ça marche pas, parce que c'est possible, je rendrai la tâche bien difficile à mon assaillant. Sauf qu'il a une arme, mais je ne maîtrise pas encore le Krav Maga. Peut-être un jour. Un jour, peut-être, ouais. Et ça, c'est un constat qui est super. Enfin, en tout cas, moi, les femmes autour de moi, je sais pas si j'ai déjà entendu l'une d'entre elles dire qu'elle se sentait à peu près en sécurité, quoi. Et donc, le fait que tu as l'impression d'avoir... que t'aies fait ce cheminement, que ça t'ait apporté ce sentiment de sécurité-là, c'est déjà une victoire qui, de mon point de vue extérieur d'homme, est super, quoi. Alors, on arrive à la fin de cette discussion. Est-ce que tu as des dernières choses que tu voudrais ajouter, des recommandations pour les personnes curieuses à nous partager? Mon conseil serait d'essayer, de tenter, fouler le tatami, passer la porte d'un dojo ou d'un club. Voilà, je pense que
ça peut ouvrir à des choses magnifiques. Et j'ai énormément lu de témoignages, que ce soit en France ou à l'étranger, de personnes qui racontent, voilà, comment ils ont commencé, qui les a amenés, qui les a convaincus et comment ça a changé leur vie. C'est plus qu'un sport. Je pense que c'est une philosophie, c'est une communauté, c'est un cadeau qu'on fait à soi-même. Et il faut essayer parce qu'il y a ça, voilà, ça fait du bien à beaucoup de gens. J'ai des podcasts et des vidéos à suggérer à ceux qui hésitent encore. Il y a un podcast d'un gars qui s'appelle Médite Action et son podcast dédié au jiu-jitsu brésilien qui s'appelle Le goût du sol, où je trouve qu'ils expliquent extrêmement bien et décrivent extrêmement bien en fait les débuts dans ce sport. Ils sont également ceinture blanche et dans la même veine, pour les international, il y a un podcast qui s'appelle My White Belts c'est pour le coup c'est un ceinture marron qui host, mais c'est très focus sur les galères en tant que ceinture blanche et il invite pour le coup des ceintures noires et qui ont toujours des éclairages intéressants, des philosophies intéressantes. Moi c'est un podcast qui m'accompagne pas mal quand je me rends à l'entraînement. Trop cool. Voilà. Bon, je mettrai tout ça dans la description. Super. Merci beaucoup Nolwenn pour cette discussion. Avec grand plaisir. C'était super intéressant. Même si j'avais préparé l'épisode, j'ai vraiment appris plein de trucs. Donc voilà, merci beaucoup pour ton temps. Tu n'as plus qu'à fouler le sol du tatami. C'est vrai. Il m'attend, il me regarde, je le regarde. Magnifique. Ça arrivera. Et pour vous autres auditrices, auditeurs, à la prochaine. Merci pour votre écoute.